on peut prendre quelques minutes pour échanger sur le propos d'Alain Frex, et puis si vous avez des questions, des choses que vous voulez lui demander. On peut dire que la poésie d'André Dubouchet n'est pas très connue. Elle gagne à être connue, d'après moi. On peut y passer beaucoup de temps, en fait, parce que c'est pas c'est une poésie, comme disait Alain, de marche, mais d'ascension aussi, enfin, de gravissement. Et on peut y revenir, en fait, c'est un peu comme une montagne dont on aurait jamais tout à fait fait le tour. Il y revient lui-même. Il y revient lui-même. Beaucoup. Tout à fait. Il reprend souvent ses poèmes et ses textes. Je ne sais pas, qui est-ce qui veut dire un mot avant qu'on embraye sur Nicolas de Staël, parce qu'on ne va pas complètement non plus changer d'univers, malgré tout, mais là on aura les images. Thierry. Oui, vous avez parlé de l'issue qui est l'intonation. Oui. Alain Didier-Veil parle de la note bleue, du chant qu'il y a dans la voix et qui en tout premier lieu nous attire vers la parole. Est-ce que ça a à voir avec cette question d'intonation ou pas? Ça pourrait, oui. Oui, ça pourrait. Et en vous écoutant aussi lire comment c'était écrit, m'est venue la question de la danse. Et d'un seul coup, en vous écoutant, je voyais danser les mots. J'étais très étonné de ça. D'habitude, je suis très sensible à la question de la note bleue, dans cette intonation de la voix. Mais en vous écoutant parler de ce poète, la façon dont il écrit, m'est venu non pas la marche, mais la danse. C'est comme si jamais il montrait cette intonation dans les mots écrits qui était de la danse. Voilà, je voulais vous dire ça. Bah, écoutez, je vous remercie. Je crois que Nietzsche devait dire quelque chose comme ça, que marcher c'était danser. Alors moi je prends volontiers la danse que vous m'offrez. Mais il y a chez Dubouchet quelque chose de très particulier, c'est que les pierres révèlent un rythme à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'elles sautilleraient en dégringolant, par exemple, à la pente d'une montagne, ce qui arrive, et qu'elles donnent à entendre leur tintement comme ça sur les autres roches. Mais moi, j'ai été très marqué, pour une petite note personnelle. Un jour, je disais à une amie chorégraphe, danseuse, Annick Charlot, j'ai dit, tu sais, moi je danse comme un galet au fond de l'eau. Elle me dit, mais aucun problème, un galet au fond de l'eau, il peut tout à fait vivre rythmiquement. J'ai dit, bon, je te remercie. Du coup, j'ai plus de gêne à ce niveau-là, de faire le caillou au fond de l'eau. Mais c'est vrai, chez Dubouchet, c'est très présent, cette dynamique de la pierre. Qui est très... Les pierres sont très... Georges? Je me demande si, moi je fais toujours un peu, quand je réfléchis à la poésie de Dubouchet, je fais toujours un peu le lien avec la poésie de Roverdi. Dubouchet était nourri, si je veux dire, imbibé de la poésie de Roverdi. adoubées. Enfin oui, il a beaucoup travaillé sur Roverdi, il a écrit sur lui. Et chez Roverdi, on a ce passage de la poésie surréaliste à une poésie de la, j'allais dire, de l'adéquation avec la chose. Comme si le poète s'effaçait devant le monde. Et moi, il me semble que l'entreprise de Dubouchet, c'est cet ordre. C'est-à-dire qu'il veut se constituer un peu, enfin, il voudrait constituer sa parole, la parole du poète, comme une espèce de résonateur du monde, sans jamais rien dire d'autre. C'est-à-dire arriver, puisqu'on parle de la pierre, des éléments, enfin des choses que le poète rencontre dans sa marche, parce que c'est vrai que c'est vraiment une poésie à marche, ça serait comment trouver le poème qui puisse être sans que le poète soit là. Enfin, je veux dire, presque instantanément, comme faisant apparaître ce qui est devant lui. Ce qui est une sorte d'impossible. Enfin, on est dans une recherche de l'impossible chez Dubouchet. Mais on ne peut comprendre cette poésie que si on se place dans cette position-là, me semble-t-il.
Et c'est la complexité de la mise en voix de la poésie du Boucher. Ah bah, tout à fait. Enfin, moi, j'ai fait cette expérience il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, de vouloir lire du Boucher en public. Et c'est très compliqué parce que les gens, celui qui lit arrive un peu à faire ce chemin-là, mais celui qui entend, c'est difficile. Mais vous avez raison, hein, je partage tout à fait cet avis-là. Mettre le monde en résonance, faire résonner le monde. Le monde sans moi. Alors c'est peut-être... Mais je crois avoir essayé de montrer que dans cette faiblesse-là, dans cet impossible-là, il y trouvait toute sa force en même temps. Hein. C'était là qu'il puisait en même temps toute cette énergie qui voit produire l'œuvre qu'il a produite. On pourrait penser que comme si l'échec était quelque chose de, comment dirais-je, me reviennent deux vers de René Char, qui écrivait « Point ne l'émeut l'échec », je crois que c'est à propos de Chasseur, « Point ne l'émeut l'échec, quoiqu'il ait tout perdu ». Et je crois qu'il y a cette idée-là. L'échec comme... Même si on perd tout, il demeure cette force qui va comme dans les blancs, d'un blanc sauté, c'est le phénomène du saut en même temps. Et l'intonation, elle arrive là comme un saut possible. Comme un saut possible. L'intonation comme issue, cette idée du ton, de la mise dans le ton, cette chose qui sourd comme ça dans le remuement de la langue, tout à coup, et qui vient presque sauver du mutisme, puisque je suis face au muet. Mais je disais ça à Joël, je disais c'est comme pour le pardon, ça. Pardonner du pardonnable, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut pardonner, c'est l'impardonnable. Sinon, ça garde sens. Et pour la traduction, c'est du même ordre. Si on ne traduit pas l'intraduisible, si on traduit que du traduisible, je veux dire, ça a guère d'intérêt. L'affrontement de l'intraduisible, c'est seul, semble-t-il, c'est cette chose à tenter. C'est ce que fait du Boucher, me semble. Si je peux me permettre, vas-y Georges, et puis sur le blanc, il me semble que le blanc chez Dubouchet, c'est un plein en fait. C'est un plein. C'est le plein du monde en fait. Enfin pour moi c'est ça. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il a besoin de disposer le blanc sur la page, comme si ce blanc c'était le mur, c'était ces choses qui sont autour de lui et qui sont à la fois lointaines et existantes, enfin qui existent, qui sont pleines et en même temps absentes. Enfin, c'est très très compliqué. Et les mots en fait permettent de délimiter ces pleins en quelque sorte. Moi je le vois comme ça dans la page de Dubouchet. D'ailleurs, il passait un temps fou à redisposer. Hein. Quand il publiait chez Fata Morgana, il faisait refaire je ne sais pas combien de fois les épreuves. Oui. Il changeait de 2 cm la place d'un mot. Ce qui pose d'ailleurs un énorme problème sur l'édition en livre de poche parce qu'on perd beaucoup de... C'est pas mal fait, mais on perd en partie... on perd la largeur des pages de Fata Morgana. Ah bon, on perd mais c'est un peu comme les blancs, ça pourrait être vu aussi comme une espèce de pas japonais. C'est pire. Je prends appui sur une pierre pour passer comme ces sauts comme ça de blocs de prose à blocs, une manière d'avancer comme ça dans la difficulté. Il y a un poète qui est très très près de Dubouchet actuellement, c'est Antoine Emaz, qui fait un peu un chemin semblable. Antoine, il a des côtés très proches. Il a écrit sur André Dubouchet, il a écrit un livre. J'allais dire, c'est sa belle querelle, je crois, André Dubouchet, à Antoine Emaz. Mais quand on a deux écritures très différentes. Deux écritures très différentes. Bon, alors, on peut... Oui, il y a... Hélène, vas-y. Comment ? Par rapport à vous qui avez parlé du plein avec le blanc. Et moi, au moment où vous avez parlé du blanc, ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, au niveau de la musique, est-ce que c'est pas ces blancs qui sont remplis de silence qui permettent de faire le lien
au niveau d'un texte ou un lien au niveau d'un rythme ou un lien au niveau d'une mélodie. Et pour moi, ça a été très frappant de dire s'il n'y avait pas silence, ça pourrait pas être plus loin. Bon. Alors, si vous êtes d'accord, on peut aborder deux fragments de l'œuvre de